Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Ça parle API, plateforme, symphonie, DDD, clean code et green it. J'en apprends à chaque fois. C'est fait pour toi et moi. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Autour d'une collation et d'une boisson, je discute avec les participants et les speakers. Ça me donne envie d'en savoir plus. La prochaine fois, ça sera peut-être moi le speaker. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. C'est beaucoup. Johnny, t'as dû lui laisser son temps. Je suis désolé pour ce petit contretemps. Bon, je me présente, moi je m'appelle Arnaud Boulpeau, je suis cofondateur de Deploy avec Thomas Beaujean, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, qui aurait bien pu, mais là. Et on fait du développement d'applications sur mesure. Et dans ce cadre-là, on a créé un petit logiciel qui s'appelle Depia, qui permet de ramener l'IA en entreprise. Je vous embête pas plus avec ça, on en parlera si vous voulez après. Et je vais enchaîner tout de suite sur l'IA générative. Alors l'IA générative, c'est ce pourquoi je suis là ce soir, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec PHP et l'IA générative. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un contenu original. Ça peut être du texte, ça peut être de l'audio, de l'image, de la vidéo. Tout ça avec un petit mot en entrée, une petite phrase en entrée, et on a quelque chose. Est-ce que vous utilisez l'IA, vous, pour l'entreprise dans la salle? Est-ce que vous utilisez l'IA dans l'entreprise? Ouais, ok. Si je vous dis LM, est-ce que ça parle à quelqu'un? Levez bien la main que je vois un peu. Ah, ok, ça parle à tout le monde. Je vais passer des slides. Hein. Bref, donc vous l'aurez remarqué, ici, c'est moi. Bon, avec quelques kilos en moins et dans un corps de cyborg, mais ça parle même moi. Donc on peut faire quand même pas mal de choses avec IA. Et on va s'intéresser à ce qu'on peut en faire dans l'entreprise. Et en fait, ça va être beaucoup de choses. Ça peut être des mails, ça peut être des articles de la pub technique, voilà, des images pour votre site internet. Ça peut être les résumés de réunions pour un peu que vous ayez enregistré vos réunions en audio ou en vidéo. Ça peut être un support utilisateur. Là, ça commence à être un petit peu plus velu, mais ça reste accessible. Et pour ce qui nous concerne, nous, les développeurs, c'est de l'aide à la production, comme Copilot ou Continue, par exemple. Pour faire quand même pas mal de choses dès maintenant. Et qu'est-ce qui se cache derrière l'utilisation d'une IA, surtout en PHP? C'est aussi simple que ça. On a une application. À l'intérieur, on va mettre un petit composant, un bundle qui s'appelle Elephant. Et en fait, c'est des calls HTTP qui appellent des API. L'utilisation de l'IA dans PHP avec vraiment en dur, comme on ferait avec Python, c'est pas très développé, pas beaucoup. C'est plutôt pour le machine learning et il y en a très peu. C'est pour ça que c'est pas le langage de prédilection qu'on va utiliser pour l'IA. Par contre, pour l'utilisation, c'est nickel. C'est nickel parce qu'on a déjà énormément d'outils en PHP qui nous permettent de faire des calls HTTP. Et voilà, on va pouvoir faire de la génération de texte, du text-to-speech, etc. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Donc, je vous parlais d'Elephant. Elephant, c'est un bundle qui est jeune, qui a plusieurs objectifs, et dont fédérer les API. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'API d'OpenAI, ça parle à tout le monde, c'est les premiers à avoir fait une API, et donc beaucoup l'ont copié, comme Mistral par exemple, qui est OpenAI compliant, Olamar, qui est pareil à un moteur d'API, on va dire ça comme ça, pour attaquer des IA localement, ou auto-héberger. Et en fait, c'est basé sur le même modèle que l'API d'OpenAI. C'est pratique. Entropy, par contre, c'est pas la même. Mais voilà. J'espère ne pas dire de bêtises. Et il y en a plein d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes API. Donc, le but, c'est de les fédérer dans un seul element bundle pour qu'on ait juste besoin de les utiliser avec les mêmes classes. On abstracte tout ça. Et on a d'autres outils comme la génération de texte, le chat. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Les embeddings, on y reviendra dans peu de temps, là. De la génération d'images et des outils expérimentaux qui sont pas vraiment faits pour être
pour être mis en production pour le moment, mais peut-être un jour, avec l'aide de la communauté. Parce que c'est open source, donc surtout, faut pas hésiter à le faire. Moi, je l'avais fait pour Olama à l'époque, pour faire du mode agent. Une mode agent, je pense qu'on va tous y venir à un moment ou à un autre, mais déjà, on va s'attaquer à un petit exemple et à une autre méthode que je vais vous montrer juste après. Donc, on se concentre sur les petits carrés rouges, et en fait, c'est simple avec l'éléphant. On a une configuration, on donne notre clé API. Bon, bah là, j'ai mis des petites options supplémentaires, mais en fait, foncièrement, ça sert pas à grand chose, c'était pour mes tests. Et ensuite, on appelle OpenAI-Chaff. Ici, on y reviendra un petit peu après. On lui demande de répondre à une question, et c'est tout. Donc là, c'est vraiment de la génération de texte pure et simple. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'échange avec IA, c'est très simple. Mais avec tout ça, évidemment, c'est pas si simple en entreprise, parce qu'il y a des limites. Il n'y a pas de contexte. Une IA, elle est entraînée. Si vous voulez, vous pouvez penser à une IA comme un stagiaire. Même bien penser comme ça avec Thomas, c'est un stagiaire. Le stagiaire, il a appris plein de choses. Il sait parler, il sait réfléchir. Par contre, l'entreprise, il la connaît pas. Donc, si on lui dit rien, et qu'on lui dit, fais un truc sans rien lui expliquer, il va forcément se planter. L'IA, c'est pareil. Sauf que l'IA, en plus, elle hallucine. C'est-à-dire que si on lui pose une question, on lui donne pas suffisamment de contexte, elle va répondre quand même. Elle va donner une réponse qui va être lunaire des fois. Alors, vraiment, il faut voir des choses un petit peu étranges. Donc il lui faut du contexte, il lui faut un encadrement et une supervision, dans le sens où il faut vérifier ce qu'on lui donne en entrée, il faut vérifier aussi ce qu'on lui donne en sortie. Donc dans les API grand public comme OpenAI, Mistral et compagnie, il y en a plein des filles. Des chiffres en entrée, en sortie. On ne peut pas utiliser des trademarks, on ne peut pas utiliser pas générer, comme je l'ai fait au début, un petit Wally avec un petit cocktail, ça c'est pas possible. Mais par contre, on peut le faire avec des IA auto-hébergées. Si vous voulez vous amuser avec ça, avec Focus par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, un outil qui permet de générer des images en local. C'est très rigolo. On peut faire des trucs très marrants. Ah, ça c'est mon petit stagiaire. Donc, le contexte, on va avoir de la précision dans les réponses, on va éviter les hallucinations, et on va la trouver, cette donnée d'entreprise, on va la trouver partout. Mais c'est ça qui devient problématique pour une entreprise, pour intégrer ce contexte, c'est qu'on va la trouver dans des PDF, du Word, dans les bases de données, etc. Il faut tout agréger, il va falloir que ça soit mis à disposition de l'IA pour avoir des réponses précises. Et c'est pas forcément évident, on y reparle juste après, dans la méthode que je veux vous présenter. Et pourquoi ça freine aujourd'hui les responsables en entreprise, ils n'ont pas forcément envie que leurs données s'en aillent sur des serveurs qui sont aux États-Unis, en Chine, n'importe où. Il faut vraiment faire attention aux données qu'on lui donne. Il faut qu'on fasse attention aussi au shadow IT avec, par exemple, ChatGPT. Si vous avez des questions à poser à ChatGPT, prenez au moins le temps d'anonymiser vos données, de changer les noms, changer les logiciels, là, pour éviter que ça parte dans la nature. On ne sait pas encore vraiment ce qu'ils en font, même si les textes et les conditions d'utilisation nous disent que ne vous inquiétez pas, on n'en fait rien. J'ose méfier. Et en plus de ça, on peut avoir des données privées, comme des préférences utilisateurs, par exemple. Si on donne les préférences utilisateurs à l'IA, elle va pouvoir faire des recommandations très spécifiques, très ciblées. Super. Mais il ne faudrait pas qu'un petit hack de prompt permette de balancer toutes les données qui sont derrière, qui sont cachées. Donc là encore, il faut être vigilant. N'empêche que il y a quand même une solution technique pour ça. J'ai bien dit technique, c'est-à-dire que c'est quand même à vous de regarder vos données, ça vous mettez en entrée. Mais techniquement, le Retrieval Augmented Generation, ça permet d'avoir une réponse plus précise. On pose une question, on va rechercher du contexte, et on donne tout ça à manger au LLM qui va nous donner une réponse beaucoup plus précise et en action. Donc là, c'est un petit zoom sur qu'est-ce qui se passe exactement quand on pose une question et qu'on veut trouver du contexte. Je vais poser ma question, je la verbalise, elle va être transformée en un vecteur
qui va pouvoir être recherché dans une base de vecteurs, par proximité. Ouais, il y a plusieurs méthodes pour trouver des vecteurs par proximité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas très bon en maths. Et ça va nous donner des pièces d'information qui sont donc du texte, un peu de méta, savoir dans quel fichier on a pris ce texte, etc. Et le fameux vecteur. Donc toute la magie, finalement, elle se passe dans le vecteur. Et le vecteur, il est produit comment? Il est produit en appelant, encore une fois, une API d'embedding qui va produire des vecteurs. Par exemple, celle d'OpenAI. Elle va nous donner un vecteur à 1536 dimensions. Ah, très bien, ça fait beaucoup. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. On s'en fiche parce que sémantiquement, ça a du sens pour OpenAI. Et dans la base de données, ça a du sens aussi sémantique. Donc, quand on va faire une recherche, on va pouvoir les retrouver plus facilement. Voici un vecteur en 2 dimensions. C'est quand même vachement plus simple à comprendre qu'un vecteur en 1536 dimensions. Moi, j'arrive jusqu'à 3D, mais après, j'arrive plus. Donc, on pose notre question. On lui dit je veux les quatre vecteurs qui sont les plus proches. Et ces 4 vecteurs qui sont les plus proches vont donc être compris comme étant proches de la question. Grâce à ça, on récupère le texte, on met notre question, notre contexte textuel, on donne tout ça à manger en LLM, et il va nous répondre de manière beaucoup plus précise. Pour ce qui concerne le peuplement de la base de données, en fait, c'est pareil. On a toute la partie PDF et extraction c'est exactement comme notre question. On vectorise, on obtient des pièces d'information qu'on va mettre dans notre base de données. Par contre, la partie extraction, c'est là où c'est un petit peu le cœur du métier du RAG. C'est là où ça devient un peu compliqué, parce que le PDF, par exemple, qui est un document assez mal structuré, on peut avoir du mal à récupérer le texte dans un format qui soit compréhensible déjà humainement et par l'IA. Si humainement on n'arrive pas à comprendre, l'IA va peut-être aussi avoir du mal à comprendre. En plus de ça, un PDF de facture, c'est pas du tout la même chose qu'un PDF de livre ou un PDF de spécification fonctionnelle détaillée, par exemple. Donc on a des documents qui sont très différents les uns des autres, qu'il va falloir traiter différemment en fonction du type de document. On pourra très bien mettre une IA par-dessus qui fera le best guess pour savoir quel est l'outil d'extraction le mieux adapté. Tout ça, ça fait partie un petit peu de la sauce magique du logiciel RAG. Et donc, on en arrive à notre segment de tout à l'heure où on a le fameux vecteur. Et en fait, j'ai voulu montrer cet exemple-là parce qu'il est très séquentiel. On a notre configuration, notre recherche vectorielle, et on pose la question. Si je rentre un peu plus dans le détail, on lit le fichier, en l'occurrence une spécification de Java 8. Je m'embête pas pourquoi, c'est le premier PDF que j'ai trouvé. Ensuite, on récupère des documents. En l'occurrence, ici, il n'y en a qu'un parce qu'il n'y a qu'un seul fichier. On le découpe. Donc là, encore une fois, la magie du découpage, c'est vous qui la choisissez. Là, c'est un exemple qui dit je veux des morceaux de texte qui sont découpés en 2000 caractères et qui, de toute façon, doivent être finis par une fin d'hymne. Donc, on peut avoir du texte entre 1 et 1000 caractères. Donc, peut-être que ça ne vous conviendra pas pour découper votre fichier. Il est fort probable que ça ne vous convienne pas. On le formate. Donc, ça, c'est une notion qui est propre à LLFont. Formater, ça veut dire quoi? De simplement dire je prends mon texte, décidément, et je mets au-dessus une méta. En l'occurrence, ici, on est sur un file data reader, donc on va mettre simplement le nom du fichier. Donc là, on a j'ai la suite. Si je demande, si dans ma question, j'énonce billet la suite, il va ressortir toutes les pièces d'information qui seront reliées à cette spécification. C'est pas forcément ce que vous voulez non plus. Vous pouvez peut-être changer votre système de méta, vous pouvez les mettre à côté, ne pas les mettre dans la recherche sémantique. Alors après, encore une fois, c'est comment vous voulez monter votre RAG qui va déterminer si vous mettez ces méta dans les pièces d'infos ou pas. Et une fois qu'on a ce document, on va dire, argumenté, on va demander au générateur d'embedding de créer le vecteur. Et une fois qu'on aura ce vecteur, et seulement à ce moment-là, on met dans notre masse de données. Et puis après, tout simplement, on fait un appel à cette classe question answering qui va nous permettre d'obtenir des réponses à partir de contexte. Il y a d'autres classes. On peut utiliser uniquement le OpenAI Chat, on peut utiliser Mistral Chat, Olama Chat, peu importe, et demander une simple génération de texte.
Voilà, on peut aussi demander une génération de texte avec chat. C'est quoi un chat? C'est simplement de passer systématiquement dans l'envoi API l'ensemble de la conversation qu'on aura eue avec le bot depuis le début. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ouais, bah, je vais finir avec les capacités de l'Elephant, qui est vraiment un très bon bundle, mais encore une fois, qui est très jeune, qu'il faut venir augmenter lui aussi. Voilà, donc du chat, des embeddings, il y a de la reconnaissance d'images maintenant, de la génération d'images. On a tout ce qu'il faut pour mettre nos données dans des bases de données qui soient un petit peu plus costauds que du JSON, comme avec Doctrine, Quadrant, etc. Par exemple, nous, on a utilisé Postgre avec le plugin Vector. Enfin, Vector. Ça fonctionne très bien. Et on a des classes comme tool des classes tool pour le comportement mode agent. Aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, c'était pas encore prêt. C'était en ligne de commande uniquement, pour se rendre compte un petit peu du déroulé d'un mode agent. Donc, mais n'hésitez pas à jouer avec et puis peut-être améliorer la chose. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis dans les temps, je pense. Est-ce qu'ils avaient des questions? Non, mais j'ai des questions. Du coup, tu dis que l'éléphant, c'est jeune. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et Heureusement, non. 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 En fait, Elephant, c'est vraiment la première initiative de ce type-là. L'autre initiative qu'il y avait, c'est le SDK de OpenAI, et directement utiliser le SDK. Sauf que potentiellement, ce SDK, il ne correspond pas à une autre API qui ne soit pas OpenAI compliant, en tout cas. Et les autres bundles ou au moins librairies PHP que j'ai trouvées, c'était vraiment plus sur du machine learning. Donc, on n'est pas sur de l'IA générative et de l'utilisation au sens entre guillemets ChatGPT du terme. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin dessus, puis il faut l'apprendre. On parle beaucoup de pré-prompt dans l'IA. Est-ce que ton vecteur, pareil, c'est ça ton pré-prompt ou c'est juste... Non. Plus ou moins. Plus ou moins. En gros, quand tu fais un appel à OpenAI, par exemple, tu as un système prompt. Un prompt. Et dans le système prompt, tu vas dire bien, tu es un expert t'es un expert juriste. Et voici des données confidentielles. Hop, tu veux mettre tout ça là-dedans. Puis après, tu lui dis, tiens, j'ai un problème avec mon voisin, comment je fais pour le défoncer sans que ça me retombe dessus. Ça, c'est le prompt système. Le pré-prompt, c'est simplement la notion qui dit, je vais cliquer sur un bouton, je vais, de manière cachée, je vais mettre un texte sans que l'utilisateur le voie. Et moi, je vais poser la question en tant qu'utilisateur. C'est un peu comme quand tu fais des GPTs. Si vous avez utilisé ça, tu lui donnes tout ton contexte et il va réagir comme s'il était quelque chose ou clair. Ouais. Moi, il y avait une question, s'il te plaît. Elle m'a vu que tu constitues un vecteur de CAN et tu parles quand même à GPT. Oui. Sur une API. C'est-à-dire, dans le call HTTP, finalement, tu portes tout le vecteur, tu donnes en HTTP à vous. Alors non, il te revient. Mais en fait, quand tu veux créer un vecteur, que ce soit ta question ou tes morceaux de texte, c'est eux que tu envoies. Oui, c'est ça, à l'API d'embedding. Au moment, au moment d'appel, tu envoies les éléments que tu as besoin, que tu as identifiés comme proches, Oui. pour que lui, il réponde mieux. Alors, ah oui, d'accord. Alors attends, on a ajouté un truc. Je vois ce que tu veux dire. En fait, dans le code que tu montrais, tu sais, on travaillait pour nourrir, on alimentait le vecteur. Et après, on fait des appels ChatGPT ou c'est ça. En fait, grâce à tes vecteurs, quand tu as fait ta recherche vectorielle de proximité, tu as trouvé des pièces d'information. Tu n'as pas trouvé des vecteurs, tu as trouvé des pièces d'information. Ok, c'est ça l'input du vecteur. Voilà, donc en fait, grâce à ton vecteur, tu vas avoir ton texte. C'est bien ton texte que tu vas mettre en plus de ta question qu'on va aller appeler ChatGPT. Ok. Donc, tu lui parles, tu lui donnes aussi ces pièces-là. C'est sur la compte de façon plus pertinente. Oui, il faut. En fait, c'est là tout le but du RAG, c'est d'avoir d'améliorer. C'est ça. C'est d'avoir du contexte. Et le contexte, c'est pas des vecteurs, c'est vraiment du texte.
Par contre, pour les trouver, ces textes, dans ta base de données, c'est les vecteurs qui font le lien. C'est des sortes d'exemples, finalement, des choses en rapport avec le plus proche possible. Ouais, t'en mets 5, t'en mets 10, peu importe. Ça, c'est pareil, c'est du fine-tuning. Il faut trouver le bon curseur en fonction des données que tu as dans ta base, quoi. Chewing dedans. Ouais. Justement, à propos de proximité, on parle aussi de tête cosinus, c'est le cosinus de Salta qui est utilisé, genre au QI. Ok. Que je suis utilisé, moi, grâce à un plugin dans Appendle de Vector, justement, où il y avait toutes ces rechercheurs. Voilà, je ne saurais pas te répondre plus précis. Ouais. Question concernant la découte dans la création de bêta. Ouais. Pourquoi tu as choisi 2000 et qu'est-ce que ça implique? Pourquoi j'ai choisi 2000? J'ai choisi 2000 parce que j'avais envie. Non, mais en vrai, c'est pour un test. Donc, en fait, le split document que tu vois là, c'est pas forcément la méthode que tu dois utiliser, toi, pour tes propres documents. Si tu dois découper un livre, tu vas pas le découper de la même manière que si tu voulais découper, encore une fois, par exemple, une facture. Donc là, c'était vraiment un test de base dans une spécification Java prise au pif sur le net. C'est pour voir un peu comment ça marchait. Par contre, si toi, tu as des documents qui sont plus ou moins identifiés, que tu sais que ça appartient à une certaine typologie, un livre, tu vas peut-être vouloir découper en chapitres, par exemple. Ou en paragraphes. Et ça, encore une fois, c'est toi qui choisis. Et ça va être ta stratégie de RAG et ta stratégie de découpe derrière. Spécifiquement pour une facture. Pour une facture, ce qu'on a fait, nous, avec Thomas, c'est qu'on n'a pas découpé du tout. Une facture égale un document, égale un chunk, et puis égale un truc sémantique. Ce truc, c'est une pièce d'info. Alors là, tu as une phrase. Finalement, c'est une phrase de la spec à chaque fois. Bah, c'est mi-test. C'est une phrase. Ouais, c'est du end of line. Hein. Ça peut être un morceau de paragraphe, un morceau de. Donc oui, c'est clairement pas adapté pour faire du vrai rail. Ouais. Est-ce qu'on pourrait clairement envisager une autre IA antagoniste qui permettrait de déterminer justement cette ligne? Tout à fait. Tout à fait. On pourrait demander à une IA de, tiens, voilà un fichier. Voici son contenu. T'en penses quoi? Comment je peux le découper? Peut-être. C'est une idée, ouais. Aujourd'hui, au pédale, ils ont sorti un modèle qui permet de récupérer le texte d'un PDF, quel qu'il soit. Donc un petit peu comme une reconnaissance d'image, mais en mode PDF. Et ça, c'est très fort parce que on a joué un petit peu avec les extracteurs PDF. Il y en a 3 ou 4 sur la place et ils réagissent tous de manière différente. Quand il y a des tableaux, quand il y a des données tabulaires, c'est une catastrophe nucléaire. D'un carré, il n'est pas l'autre. Et puis quand c'est des données, par exemple, en colonne, d'un carré, il n'est pas l'autre, mais c'est pas le même. Ah, c'est ça, il y a des qui sont codés IA. Donc, juste avec la génération visuelle, l'IA reconnaît ce qu'il y a dans le PDF. Alors, je pense pas que ce soit du visuel. Derrière, voilà. Moi, si j'avais été eux, je l'aurais fait comme ça en visuel d'abord. On va faire une image. Ok, c'est organisé comment? Et maintenant que c'est organisé, on va pouvoir essayer de trouver des éléments qui me disent où ça se découpe dans le texte pour pouvoir aller choper le texte véritable et ça va se mettre de côté. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait, donc, mais visiblement, ça fonctionne bien. Évidemment, ça doit bien les intéresser d'avoir une API comme ça qui est payant. Bon. Les entailles de PDF, c'est pas votre jeu, c'est du state. C'est plein de rabais sur les daily. C'est pas du millier. Du coup, est-ce que tu as une utilisation vraiment pro? Et du coup, tu disais que généralement, il faut un contrôle humain quand tu reçois la dicta. Du coup, comment vous avez des messages du coup, vous en savez vraiment en aide et du coup, vous prenez le résultat et vous utilisez quand vous l'analysez tout derrière ou vous en savez, c'est automatisé, je sais pas. Alors, le seul projet pro qu'on ait fait là-dessus, c'est la reconnaissance de factures. Donc, globalement, on n'a pas de risque sur... alors, on a blindé le prompt pour qu'il nous retourne quelque chose de prévisible. Même si on dit que l'IA, c'est imprévisible, c'est plus ou moins vrai, on peut quand même y mettre des réglages pour qu'elle réagisse à peu près toujours de la même manière.
Après, le logiciel qu'on a fait d'Epia, effectivement, lui, il a 0 filtre. C'est-à-dire que là, je te pose une question et les filtres, ils sont uniquement chez OpenAI ou chez Mistral ou chez Ollama. Donc, si on branche une IA qui est non censurée, voilà, elle va répondre non censurée. Voilà. Donc, après, toute cette stratégie de filtrage en entrée et en sortie, ouais, ça se réfléchit un peu en réellement. Et ça, je pense que tu fais ça client par client. Voilà. Si du coup, t'as pas de contrôle. Alors, pas du coup, je sais pas ce que tu attends de sortie, mais souvent, tout n'est pas toujours vrai ce qu'il dit, et il se mélange un peu. Oui, c'est la fameuse hallucination, ouais. Ouais. Oui, oui. Oui, tout n'est pas toujours vrai. Et là, moi, aujourd'hui, j'ai pas de stratégie pour savoir si ce qu'il raconte est véridique ou pas. Ou est-ce que tu prends pour acquis que genre, tennis et la raconte, tu vas porter au coup tu veux. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, on l'a pas fait pour un client, on s'est pas posé la question. Mais si je devais me poser la question, effectivement, je pense qu'il faudrait mettre une stratégie derrière qui vérifie peut-être les données en sortie. Ouais. J'ai un exemple de ça, c'est pas hyper gay comme exemple, mais c'est une compagnie aérienne qui avait le bot avait discuté avec un client. Ce client demandait s'il pouvait être remboursé d'une partie de son voyage pour aller à l'enterrement d'un proche. L'IA lui a répondu oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter votre billet et on vous remboursera après. Sauf que c'était faux. En fait, il fallait prendre contact d'abord avec la compagnie aérienne pour avoir un booker et acheter un billet moins cher. Le gars est parti en procès, il a gagné, parce que l'IA a raconté n'importe quoi. Donc oui, il y a des risques. Ah, attention. Ouais. Là, dans l'exemple, c'est une question sur OpenAI. Une stratégie, ça pourrait pas être de dire j'envoie la requête aux différents modèles et faire une synthèse de ça. Ouais, on peut tout imaginer. Après, il faut pas oublier que c'est un coût. Donc, si ça rentre dans ta stratégie de coût, pourquoi pas? Ça pourrait être juste fait de ça, ou même faire une première réponse et demander à des IA de discuter entre elles, de savoir si c'est vrai, si c'est faux. Et on rentre dans le mode agent quand on fait ça, parce que on pourrait très bien aussi imaginer une IA qui va chercher sur la net pour vérifier telle ou telle information sur, je sais pas, un site, une base de données, etc. Et ça, c'est une action. Quand on est dans le mode agent, c'est un peu différent. Là, c'est très bas niveau, hein, tout ça. C'est ça, vous en avez pas pour quelque part. Ah. Ouais, mine de rien, dans tout ce côté très bas niveau, justement, vu que ton système de vecteurs et ce que tu expliquais va permettre de choper du contexte interne pour mieux l'alimenter, ça veut bien dire que tu exposes ton contexte interne, avec tout ce que ça implique. Complètement. C'est quoi les alternatives pour toi, viables, si tu les connais, pour avoir un LLM local, on va dire généraliste, mais que tu vas spécialiser ponctuellement avec ton contexte avec cette méthode? Eh ben, sans le coup d'entraînement. Tu peux utiliser, par exemple, je dirais un Skyway, par exemple, avec en louant une instance avec une carte graphique de Fifou. Donc, ça coûte plus cher, hein. Voilà. Et puis dessus, tu mets un Ollama dockerisé avec un petit Llama 3, par exemple, dessus, pour voix Mistral. Et ça apporte. Il y a d'autres contraintes derrière, parce que un Ollama, il répond à une question à la fois. Donc, si tu utilises cette instance pour répondre à des questions de customers qui sont, eux, sur un site internet, qui vont attaquer Code des Lags, ils vont attendre 30 minutes pour avoir une réponse. Donc, ça veut dire qu'il en faut plus, et qui dit plus d'argent aussi. Donc, en fait, il faut trouver un curseur, et c'est pas toujours évident. Mais ça, c'est une des solutions qui est, je pense, utilisée dans les entreprises pour avoir une IA, entre guillemets, propriétaire, et qui ne sort pas de l'entreprise. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Ça parle API, plateforme, Symfony, DDD, Clean Code et Green It.
J'en apprends à chaque fois. C'est fait pour toi et moi. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Autour d'une collation et d'une boisson, je discute avec les participants et les speakers. Ça me donne envie d'en savoir plus. La prochaine fois, ça sera peut-être moi le speaker. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Autour d'une collation et d'une boisson, je discute avec les participants et les speakers. Ça me donne envie d'en savoir plus. La prochaine fois, ça sera peut-être moi le speaker. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer. Je peux pas, j'ai meet-up. Mon dernier mardi du mois est réservé. La FUP Nantes m'invite à son meet-up. Je vais apprendre, découvrir et rencontrer.